Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers internautes, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur Radio TV Trait d'Union Caraïbes. Ce soir, le Centre islamologique africain caribéen se propose une réflexion sur une thématique globale que nous avons intitulée les problématiques des musulmans du monde autour de la Palestine et de l'Afrique. C'est un enjeu global, c'est un enjeu important et nous allons aborder dans cette globalité du sujet. Et pour faire un pied de nez sur la question de la Palestine, nous dirions que si les Palestiniens étaient et les Gazaouis étaient russes, personne dans le monde n'empêcherait le grand Vladimir Poutine d'intervenir comme au Donbass, en Crimée et à Donetsk. Et donc, nous allons aborder un petit peu en parallèle, à contre-pied des médias mainstream, et aussi donner une vision tranchante qui se démarque de certaines positions sur la Palestine. Nous vous rappelons que c'est Sciences politiques Bocaille. Eh bien, chers internautes, chers auditeurs, nous rappelons que vous êtes sur Radio TV Trait d'Union Caraïbes. C'est Sciences politiques et le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Donc nous allons essayer de parler un peu dans la globalité parce que nous allons mettre en parallèle deux équations, on va dire musulmanes et islamiques, la Palestine et l'Afrique, ce qui nous emmène à dire que si les Palestiniens et les Gazaouis étaient russes, personne dans le monde n'empêcherait le grand Vladimir Poutine d'intervenir comme au Donbass, en Crimée et à Donetsk. Alors, quand on parle ainsi, bien sûr, cela suscite des questionnements. Mais nous allons essayer de présenter des enjeux fondamentaux qui font que la cause palestinienne
est aussi complexe que la cause malienne, que la cause des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment des pays qui sont chahutés, comme nous le savons, le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée. Là, il y a des enjeux, fondamentaux et c'est pour cela qu'on peut se poser pour essayer de comprendre la question palestinienne, le problème palestinien, aussi le problème des pays de l'Afrique de l'Ouest. Quel genre d'État, on peut commencer ainsi, quel genre d'État conviendrait aux Occidentaux, à la communauté internationale, pour la Palestine, pour le Mali, pour le Burkina Faso, pour le Niger, etc., etc. Et là, lorsqu'on pose, on pose cette question, quel genre d'État correspondrait pour la communauté internationale et pour, comment dirais-je, l'ensemble des acteurs dans la communauté internationale, quel genre d'État conviendrait pour la Palestine et pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous disons que déjà dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on peut faire un rapprochement en ce qui concerne ce que ne voudrait pas la communauté internationale. Et en analysant le problème palestinien, nous allons aux mêmes questions trouver les mêmes réponses. On parle en Palestine de création de deux États. Ce qui signifie il y a certains qui ont une approche, on va dire, coexistentielle entre un État israélien et un État palestinien. On pourrait se poser la question aussi pour le Mali, pour le Burkina Faso et aussi pour le Niger. Quel genre d'État conviendrait à la communauté internationale et aux différents acteurs? Et lorsque nous nous penchons sur les débats qui ont lieu soit en Occident ou en Orient et en Afrique, il y a un aspect de la donne politique, de la donne géopolitique qui n'apparaît jamais. Et c'est sur ce que le Centre islamologique africain caribéen va essayer de pointer le curseur pour que l'on comprenne que si le peuple palestinien vit cette réalité, ainsi que si les peuples de l'Afrique de l'Ouest vivent cette réalité après 60 ans de colonisation, c'est parce qu'il y a des problématiques qui sont sous-entendues et que les acteurs de la politique internationale, de la communauté internationale ne veulent pas traiter. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre en Palestine, et c'est pour ça qu'il y a une guerre dans l'Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. En réalité, il faut savoir que le monde contemporain, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est arrangé avec la succession de l'Organisation des Nations Unies qui s'est, comment dirais-je, qui est une, on va dire, une conversion de la Société des Nations. Et dans l'orientation de
des acteurs de la communauté internationale, qu'ils soient de l'Est ou qu'ils soient de l'Ouest, après la dernière guerre mondiale, eh bien, il y a des enjeux qui ne sont pas mis à jour, qui ne sont pas mis en exergue par les médias, et c'est là le nœud gordien, comme Che Guevara a employé cette expression. Il y a un nœud gordien pour la question palestinienne, il y a un nœud gordien pour l'évolution des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pour commencer, nous voyons bien que toute la communauté internationale, bien sûr, sauf certains médias qui font fine bouche concernant, on va dire, la décimation du peuple palestinien depuis des décennies, depuis la création de l'État d'Israël après l'invasion de l'Angleterre en Palestine, qui va démembrer, on va dire, le monde islamique, hein, parce que avec l'invasion de l'Angleterre en Palestine, il y aura des conséquences sur le monde concernant le partage du Proche et du Moyen-Orient, qui était, on peut dire, un continent-État, même si c'était les Ottomans qui étaient à la pointe de la gouvernance. Eh bien, on peut dire que le Proche et le Moyen-Orient étaient un continent-État. Et donc, on peut dire que l'Afrique aussi est toujours un continent-État, mais qui va vivre avec la colonisation les mêmes réalités de division, les mêmes réalités de partage que le Proche et le Moyen-Orient, puisque nous avons vu qu'il y a eu des conférences de Berlin et de Brazzaville qui vont se répartir et diviser l'Afrique, et nous aurons une invasion de l'Angleterre et deux généraux saïs et piquants qui vont partager le monde, le Proche et le Moyen-Orient en micro-États, c'est-à-dire ils vont créer l'Égypte, ils vont créer la Jordanie, ils vont créer le Liban, ils vont créer la Syrie, ils vont créer les principautés avec l'Angleterre qui sont dans les régions du Golfe Persique et qu'on peut dire le Golfe Persique ou le Golfe Arabique. Et donc, par conséquent, les impérialistes, les Occidentaux vont donner au monde, au Proche et au Moyen-Orient, ces pays d'Asie et à l'Afrique, une configuration qu'on va appeler une configuration basée sur l'idéologie des Occidentaux qui, ce sont des idéologies de partage et de division. Le monde proche et moyen-oriental sera divisé, l'Afrique sera divisée, et à faveur de cette division sera créé l'État de la Palestine après, comment dirais-je, les résultantes, puisque ce sera la colonisation de l'Égypte par les Anglais. Les Français vont se donner un protectorat sur la Syrie et le Liban. Ils vont coloniser le Maroc, la Tunisie et aussi l'Algérie. Et, comment dirais-je, il y aura ces principautés qui vont être formatées, les pays des Émirats, pays du Golfe, ces pays du Golfe Persique, ces différentes principautés. Et dans ce conglomérat de peuples, eh bien, il y aura la Perse. Il y aura la Perse et on va dire en Afrique l'Éthiopie qui va rester telle quelle parce que la Perse ne sera pas soumise à cette colonisation, aussi l'Éthiopie qui va se sortir de la colonisation. Mais nous verrons que l'Afrique sera la victime de la colonisation comme les pays du Proche et du Moyen-Orient. Et ce fait accompli, c'est le fait des pays européens qui vont d'abord envisager l'Ouganda pour créer un État juif, un État sioniste, et finalement,
ils vont choisir la Palestine, et c'est dans cette démarche-là que nous trouvons ces problématiques, et ce sera pareil en Afrique, parce qu'il faut se rappeler que depuis les invasions européennes, françaises, espagnoles, portugaises, allemandes, belges, etc., donc le nationalisme suprémaciste de la race supérieure blanche, qui sera à l'origine de l'idéologie nationaliste, que nous appelons une idéologie talmudo-maçonnique, eh bien, elle va fabriquer en Afrique la division avec de micro-États comme le Sénégal, le Mali, le Soudan, le Tchad, etc., etc., tous ces pays d'Afrique. Donc voilà ces pays qui sont victimes d'un système. Mais concernant ces problématiques de la Palestine, apparemment la majorité des médias souscrivent comment dirais-je, en Palestine, à une solution qui serait une solution à deux États. Mais il faut se rappeler que pour créer deux États en Palestine, il faudrait que la communauté internationale parvienne à créer, comment dirais-je, un prototype, créé en laboratoire, trouvé parmi les Arabes palestiniens, comment dirais-je, des candidats qui correspondraient, comment dirais-je, correspondraient au modèle idéologique formaté par les Occidentaux, on va dire les colonialistes, les impérialistes, pour qu'il y ait une garantie de pouvoir permettre à ce peuple qui n'a rien demandé, qu'on a envahi ses territoires, qu'on a expulsé ses habitants, et progressivement qu'on a colonisé, et que depuis, qui subit des décimations, qui subit des attaques, qui subit des humiliations, qui subit, comment dirais-je, une agression, et même, on va dire, au fil du temps, on peut parler de génocide, vu le nombre de Palestiniens qui ont été exterminés depuis la création de l'État sioniste, l'État juif. Et donc, par conséquent, si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas, malgré la volonté exprimée politique, malgré les déclarations, malgré les résolutions, qu'il n'y a pas un État palestinien, c'est que la communauté internationale est dubitative, parce que en réalité, on a essayé de promouvoir le nationalisme palestinien avec différents groupes. Il y avait l'OLP, il y avait le groupe de Georges Habash, il y avait différents groupes palestiniens. Et donc, à cette époque, effectivement, il y a eu des accords, les accords d'Oslo, il y a eu des accords, il y a eu des évolutions, il y a eu des pourparlers avec Yasser Arafat, et après le décès de Yasser Arafat, il y a eu l'intronisation de Mahmoud Abbas, mais en réalité, il y a un élément nouveau qui va perturber la communauté internationale dans ses plans, dans ses visées pour la Palestine. Ce sera l'émergence de la République islamique d'Iran avec l'émergence de l'imam Khomeini, Rahimullah, qui a posé le problème du retour. L'imam Khomeini a posé le problème d'un conflit systémique. Parce que l'Iran, sous l'égide du Shah d'Iran, était un régime occidental, comme par exemple tous les régimes qui sont au Proche et au Moyen-Orient sont des régimes occidentaux. Ce ne sont pas des régimes musulmans. Mais comment dirais-je, le génie de l'imam Khomeini, Rahimullah, Hafezullah, eh bien, il a posé le problème juridique d'une nouvelle existence
qui va rattacher le monde musulman à ses origines musulmanes, à ses origines islamiques. Et cette révolution, ce ne sera pas une révolution violente qui va, comment dirais-je, entreprendre des guerres de conquête, mais c'est une révolution. La révolution de l'imam Khomeini va créer ce précédent, et ce précédent va changer la donne parce que l'imam Khomeini va décréter que la journée de Rhodes, la journée de Jérusalem, déjà c'est un point très important, sera le dernier vendredi, si je m'abuse, du mois du Ramadan, pour focaliser l'attention des musulmans du monde sur l'importance de Jérusalem, Rhodes, qui est la deuxième Qibla, le deuxième lieu saint de l'islam. Et donc, et ensuite, comment dirais-je, l'autorité islamique, la République islamique va faire sienne quelque chose qui va déranger complètement les régimes arabes, et c'est la promotion, comment dirais-je, la promotion d'un système, du système islamique qui va permettre aux musulmans de revenir à leurs origines institutionnelles. Et donc, nous voyons les transformations que la révolution islamique va provoquer en Irak, va provoquer en Syrie, va provoquer aussi au Yémen, va provoquer aussi au Liban. Et l'onde de choc de cette réalité systémique qui va comment dirais-je, qui va susciter l'enthousiasme de tous les peuples musulmans, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Afrique, bon, où il y a une majorité de musulmans. Nous ne parlons pas pour l'Amérique latine, nous ne parlons pas pour la Caraïbe, mais nous ne parlons pas pour l'Europe, mais nous parlons spécifiquement de l'Afrique et du Proche et du Moyen-Orient. Donc, c'est cet avènement de la révolution islamique avec l'imam Khomeini qui va créer les conditions de l'émergence de ce système opposable aux systèmes occidentaux, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. Parce que le slogan de la révolution islamique en Iran, c'était « La Sharqiya, la Gharbiya », ça veut dire ni l'Est, c'est-à-dire la révolution islamique, elle repose sur ses propres bases juridiques, jurisprudentielles, ses propres bases constitutionnelles. Elle ne s'appuie ni sur la Sharqiya, la Gharbi, ni sur l'Est, ni sur l'Ouest. Ça veut dire que l'islam n'est pas... l'islam a son propre système juridique, son propre système économique, son propre système constitutionnel, sa propre jurisprudence. L'islam est indépendant des systèmes qui sont de l'Est et de l'Ouest. Et donc, voilà la ligne de la révolution avec l'imam Khomeini qui va créer en Palestine un grand chambardement qui fera que, effectivement, il y aura l'émergence, c'est-à-dire que le Fatah, l'OLP de Yasser Arafat sera submergé par comment dirais-je, l'écho de la révolution musulmane, l'écho de la révolution islamique, parce qu'il faut rappeler que Yasser Arafat, en tant que musulman, il était un marxiste. C'était quelqu'un qui épousait, c'est pour ça qu'il était reçu dans toutes les capitales occidentales. Vous n'allez pas voir... vous n'avez pas vu que l'imam Khomeini soit reçu dans toutes les capitales occidentales, comme Yasser Arafat était reçu dans toutes les capitales occidentales. Comme vous n'allez pas voir Seyyid Al-Khamenei ou Cheikh Hassan Fadla être reçu dans toutes les comment dirais-je, les chancelleries internationales. C'est pas possible. Parce que c'est-à-dire que ils sont à la base, ils sont la racine, ils sont le tronc de la revivification d'un système comment dirais-je, d'un système que le monde avait, comment dirais-je, avait fait table rase sur le système
musulmans, et ils ont, avec le nationalisme, avec l'occidentalisation, avec comment dirais-je, l'assimilation des élites africaines et des élites arabes, eh bien beaucoup, sauf le peuple croyant, hein, beaucoup ont se sont trouvés par l'occidentalisation, l'assimilation, en rupture avec le système musulman. Mais la révolution islamique en Iran va permettre aux musulmans du monde de renouer avec leurs origines de société prophétique et société qui est sur la base de la souveraineté divine. Et c'est ça qui est, comment dirais-je, la différence avec... et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons expliquer que les pays arabes ne vont pas intervenir pour sauver Gaza ou sauver la Palestine. Pourquoi? Parce que les pays arabes, ils sont des pays qui cadrent avec le système occidental. Dans le système occidental est diamétralement opposé au système musulman. Dans le système musulman, la souveraineté appartient à Allah. La souveraineté appartient au divin. Et le divin délègue l'exécutif au peuple. Ça veut dire que dans les pays arabes, il n'y a aucun pays arabe qui reconnaisse la souveraineté du divin, en tant que constitution et, comment dirais-je, et les pays arabes ne sont pas des pays qui fonctionnent en fonction d'une constitution islamique. Même si les gens sont musulmans, eh bien, ils fonctionnent avec le même système de l'Ouest qui ne reconnaît pas la souveraineté divine, mais qui contourne la souveraineté divine, et que c'est l'humain, le peuple, qui confisque la souveraineté divine. Tandis que dans le système islamique, la souveraineté divine libère l'énergie du peuple pour aspirer à la justice, pour aspirer à l'équité, pour aspirer à la régulation et à la redistribution des richesses dévolues dans le pays ou dévolues dans la planète, sur la planète, pour la répartir à partir d'un système équitable de manière à réguler, à équilibrer la gouvernance dans le monde. Et d'ailleurs, nous allons évoquer Al-Ghazali dans son traité de, comment dirais-je, de erreur et délivrance, lorsque Al-Ghazali va traiter des philosophies occidentales. Il va parler des mathématiques, il va parler des différentes philosophies, des branches, et il va parler de la politique. Et Ghazali nous dit que la politique, en fait, elle vient des livres révélés. Des livres révélés. C'est-à-dire la politique ne vient pas de l'homme, de Banu Adam, du fils d'Adam. La politique d'abord vient du docte et de l'agent moteur qui a créé l'univers. D'ailleurs, les musulmans, tout musulman doit reconnaître le divin, tandis que dans les sociétés occidentales, matérialistes, socialistes, communistes, ils ne reconnaissent pas la souveraineté du divin, tandis que le musulman, il reconnaît le divin comme le créateur de l'humanité, comme le créateur de l'univers. Et donc, les systèmes nationalistes, socialistes, écologiques, trotskistes, capitalistes, tout ce que vous voulez, les systèmes occidentaux de l'Est et de l'Ouest ne reconnaissent pas l'agent moteur, le divin, comme le créateur de l'univers, comme le seul souverain. Et dans le système islamique, dans le système musulman, le divin est reconnu comme le, comment dirais-je,
comme le souverain. Donc la souveraineté en Iran est basée, c'est-à-dire les Iraniens, les musulmans iraniens reconnaissent la souveraineté du divin. Et cette reconnaissance de la souveraineté divine confère aux Iraniens le pouvoir de gestion, le pouvoir d'administration sur des bases de la justice du pays. Donc, on va essayer de concrétiser pour dire que dans le système en Iran, il y a le Majlis, il y a le Parlement qui élit des députés de toute nature. Et il y a même des juifs iraniens qui, en fonction de l'équation qu'ils représentent, ils comment dirais-je, ils représentent leur population juive iranienne dans le Parlement. Donc, il y a pour arriver à une législature pour qu'ils puissent avoir des députés musulmans qui vont représenter les musulmans de toutes les contrées et aussi les juifs en Iran. Donc, il faut des élections. Tandis que vous avez dans des dictatures dans le monde, soit dans des dictatures en Amérique latine ou dans des dictatures en Afrique, il n'y a pas, dans certaines dictatures, certains Africains, pour se maintenir au pouvoir, ils ne veulent pas des élections. Ils sont dans des transitions qui font long feu. Donc, on voit déjà la différence sur le plan de l'éthique, de la rigueur par rapport à la science politique du système qui reconnaît la souveraineté divine. C'est-à-dire que la République islamique d'Iran, je ne suis pas chiite, mais, comment dirais-je, nous faisons de la science politique au Centre islamologique africain caribéen, nous expliquerons la réalité. Parce que dans toute république islamique, c'est la souveraineté divine qui est reconnue. Et cette souveraineté divine confère un pouvoir au peuple pour bien gérer et bien administrer ce dépôt de l'humanité, ce dépôt du fils d'Adam, bien administrer la cité, la famille, bien gérer le pays, bien gérer les richesses. Et, comment dirais-je, c'est à cause de ce système que ceux qui croient en la souveraineté divine, ils ne peuvent pas imposer de dictature parce qu'il faut qu'ils fassent des élections. Et donc, dans la République islamique, normalement, il y a des élections municipales. Il y a des élections législatives qui élisent des députés. Donc, il y a une participation du peuple. Ce peuple qui reconnaît la souveraineté divine, il dispose, comment dirais-je, du pouvoir de gérer, de gestion et d'administration du pays qui passe pas par la dictature, mais par des élections. Vous avez vu qu'il y a des élections municipales, il y a des élections législatives pour les députés, il y a même des juifs qui sont élus comme députés au Majlis. Il y a aussi les structures de l'État. Dans les structures de l'État, il y a les structures économiques. Il y a un président qui est en même temps, qui joue le rôle de Premier ministre, chef du gouvernement. Vous avez aussi les structures de défense, les structures de défense qui n'interfèrent pas dans la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, il y a le Parlement qui est la structure législative et il y a l'exécutif qui est tenu par le représentant du prophète qui est l'imam Khamenei qui a succédé à l'imam Khomeini. Donc c'est un système fluide. Ça n'a rien à voir avec les régimes africains qui comment dirais-je, quel qu'il soit, quelle que soit leur idéologie, qui accapare le pouvoir, qui accapare le pouvoir au profit d'une ethnie, qu'elle soit bantou, qu'elle soit bambara, qu'elle soit, je ne sais pas, quelle qu'elle soit, comme par exemple au Tchad, le pouvoir sous l'égide d'Obalbaï, par l'intermédiaire des Français, était détenu par les Sahara. Les Sahara,
c'était des peuples animistes et chrétiens. Donc ça n'existe pas l'appropriation du pouvoir. L'appropriation du pouvoir par tierce comment dirais-je, entité n'est pas possible dans le cadre du système islamique. Il faut des élections pour élire un président, pour élire des députés, pour élire des maires, et il y a l'imam qui est le représentant du prophète. Donc, vous voyez qu'il faut bien comprendre le système islamique. J'essaie brièvement de donner des éléments pour comprendre que le système islamique, c'est pour cela que à l'aune de l'émergence de la société islamique en Iran, la société islamique a été confrontée à une guerre. Parce que les impérialistes américains et les impérialistes occidentaux, ils ont poussé le régime bassiste, le régime laïque de Saddam Hussein de mener une guerre qui a duré 10 ans, qui a fait presque 1 million de morts des deux côtés. Et vous voyez que c'est la raison pour laquelle la communauté internationale, bien que le régime islamique répondait à tous les critères du pluralisme, pour ne pas dire démocratie, pluralisme, eh bien, le régime, le système islamique a été très chahuté, il a été très contesté, et, comment dirais-je, la pertinence et l'efficacité de ce régime, de ce système, fait que, en moins de 40 ans, ce système est devenu une puissance mondiale. Il a réformé la situation chaotique qui existait en Irak avec les décimations des Kurdes par le régime bassiste. Il a rétabli en Irak cette notion de souveraineté du peuple qui reconnaît la souveraineté du divin, et il a pu sécuriser le système islamique a pu sécuriser comment dirais-je, l'Irak, a pu sécuriser le Liban, a pu sécuriser le Yémen, a pu sécuriser la Syrie qui était en proie à une déstabilisation. Donc là, nous intervenons, puisque nous disons que nous faisons un pied de nez en disant que si les Palestiniens ils étaient et Gazaouis étaient des Russes, personne dans le monde n'empêcherait au grand Vladimir Poutine d'intervenir comme au Donbass, comme en Crimée, comme à Donetsk. J'ai oublié d'ajouter que personne au monde ne pouvait empêcher à Vladimir Poutine d'intervenir dans la réalité où les frontières de la Fédération de Russie étaient hypothéquées par l'existence de mouvements qui, selon la Russie, et qui, à partir de la Syrie, à partir de l'Irak, à partir du Kurdistan, pouvaient déstabiliser les pays de la Fédération de Russie. Et vous voyez que effectivement, la Russie est intervenue, qui a une base en Syrie, comment dirais-je, la base de, je ne sais pas si Tartouf, etc. Elle est la Russie, la Fédération de Russie de Vladimir Poutine, elle est intervenue quand bien même une coalition de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, des pays européens et de l'Amérique était intervenue pour initier, accentuer la déstabilisation des frontières de la Russie à partir du Proche-Orient. Vous voyez que la Russie, lorsque ses intérêts sont menacés, lorsque la Russie se trouve en légitime défense, lorsque la Russie, comment dirais-je, la communauté internationale met la Russie en légitime défense, elle intervient. Et si la communauté internationale continue à mettre
en danger la Fédération de Russie, la Russie, Vladimir Poutine peut sacrifier, vitrifier un pays européen par l'arme atomique et vous verrez que c'est-à-dire un pays européen peut être vitrifié par l'arme nucléaire et vous verrez ce que fera l'Amérique et bien tous ils vont accepter, comme les Juifs ont accepté de sacrifier, comment dirais-je, des millions de dollars pour arriver à créer un État juif par le biais des Européens. Donc, il faut faire très attention à Vladimir Poutine. Il ne faut pas essayer que l'OTAN, que les pays impérialistes puissent mettre la Russie dans une situation de légitime défense, puisque la Russie peut vitrifier l'un des pays européens. Donc il faut faire très attention. L'impérialisme américain et les impérialismes occidentaux doivent faire très attention à leur politique, à leurs aventures hégémoniques, etc. Et c'est pour ça que nous disons à la face des pays arabes qui combattent l'islam et qui combattent les musulmans que si les Gazaouis et si les Palestiniens étaient des Russes, eh bien, la Russie serait déjà intervenue, comme elle est intervenue à Donetsk, comme elle est intervenue en Crimée, comme elle est intervenue au Donbass, comme elle est intervenue en Ukraine, et elle interviendra jusqu'à ce que les menaces existentielles de destruction de la Russie soient complètement écartées. Donc il faut faire très attention à ça, il faut réfléchir à ça. Mais pourquoi, on va se poser la question, pourquoi toutes les résolutions de l'ONU en faveur des pays, en faveur de la Palestine, au Conseil de sécurité, n'est pas respectée par ceux-là même qui ont créé de toutes pièces l'État d'Israël par la colonisation de l'Angleterre, qui va jeter les bases de la colonisation de l'Égypte, du Liban, du protectorat français sur le Liban, qui va jeter les bases du protectorat français sur la Syrie, sur la colonisation de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. Donc ces gens-là, et aussi les Anglais qui vont diviser, les généraux Saïs et Picon qui vont diviser le monde arabe comme ils vont diviser l'Afrique à la conférence de Brazzaville et de Berlin. Pourquoi ils ne veulent pas, comment dirais-je, s'exécuter par rapport à la résolution des deux États, et c'est là que nous allons aborder le problème. Le problème que si les Palestiniens annonçaient la couleur, qu'ils auraient un État comme l'État de Jules Ferry, basé sur le système de l'Ouest, un État matérialiste, il n'aura aucun problème. Parce que si Yasser Arafat n'avait pas disparu, eh bien, bon, quand les pays seraient d'accord pour un État palestinien sur le type des États occidentaux. Mais la révolution islamique en Iran a changé la donne parce qu'aujourd'hui, après Yasser Arafat, il y a le Hamas. Le Hamas reconnaît la souveraineté divine. Le djihad islamique, qui n'est pas le Hamas, mais aussi qui fait partie de la résistance palestinienne, il reconnaît la souveraineté divine. Donc, cette réalité de l'islam qui reconnaît la souveraineté divine en Palestine et qui délègue la reconnaissance de la souveraineté divine, dispose que le pouvoir est délégué, le pouvoir de gestion, d'administration, de gouvernance est délégué au peuple. C'est la raison pour laquelle les pays arabes, qui eux-mêmes sont intégrés dans le système
ne reconnaissant pas la souveraineté divine, mais qui sont des pays qui sont basés sur un système qui ne reconnaît pas la souveraineté divine, même qu'ici se disent que l'islam est la religion d'État. Ça ne mange pas du pain. C'est comme si vous donnez de la salade à manger au chameau. Ça ne mange pas du pain quand un pays arabe dit qu'un pays arabe ne reconnaît pas la souveraineté divine, mais il dit que l'islam c'est une religion, l'islam c'est la religion de l'État. Eh bien, comme dirais-je, le roi Louis XIV faisait aussi cela. Comment dirais-je, les absolutistes royaux en Occident disaient que, eh bien, ils étaient la souveraineté, ils reconnaissaient mais ça c'est complètement de la foutaise. Donc, les pays arabes ont peur que l'émergence d'un État palestinien avec le Hamas ou le djihad islamique soit un élément de contagion, soit un élément qui fasse domino pour que la révolution islamique réalise ses objectifs, puisque les masses musulmanes qui ont été traumatisées par les défaites de la guerre de 6 jours assistent avec stupeur que leur régime veulent cohabiter avec Israël. Et donc les masses musulmanes sont opprimées. Vous avez vu qu'il y a eu un processus démocratique en Égypte qui a mené les frères musulmans. Les frères musulmans, ils reconnaissent la souveraineté divine et le pouvoir délégué au peuple pour bien gérer et administrer. Vous avez vu ce qu'il en a été du coup d'État en Égypte pour arrêter le président de la République. Je ne veux pas parler pour d'autres pays d'Afrique du Nord. Je ne veux pas parler pour la Tunisie, par exemple. Donc, il n'y a pas de différence entre les régimes arabes, nationalistes, laïcs, avec les régimes occidentaux, les régimes de l'Ouest. C'est pour ça que le slogan de l'imam Khomeini, c'était la Sharqiyya, la Gharbiyya, ni l'Est ni l'Ouest. C'est-à-dire, nous suivons le chemin, la voie divine et la voie prophétique. Donc, cet éclaircissement arrive à nous expliquer que même les pays proches, c'est pour ça que nous disons que si les Palestiniens étaient russes et les Gazaouis étaient russes, eh bien, Vladimir Poutine, il allait intervenir comme en Crimée, comme au Donbass, comme à Donetsk pour protéger les populations russes qui sont menacées. Mais les populations palestiniennes sont menacées depuis des décennies, depuis la création d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des décimations des femmes, des enfants. Il n'y a que des résolutions. Et que à l'ONU, vous voyez bien que les pays, soi-disant musulmans, les pays arabes, ils ne vont pas intervenir parce qu'ils n'ont pas... c'est-à-dire que pour eux, c'est-à-dire c'est entrer dans une affaire qui ne les concerne pas parce qu'ils sont soumis à la législation comment dirais-je, occidentale, et ils sont gérés par la législation occidentale. Et quel pays arabe qui voudrait que soit au pouvoir le Hamas et le djihad islamique pour instaurer un système islamique bien organisé qui ferait effet domino sur toutes les masses musulmanes du nord au sud, du Proche et du Moyen-Orient qui sont opprimées par des gouvernements qui sont pas des gouvernements qui sont des gouvernements nationalistes, qui sont des gouvernements qui ne reconnaissent pas la souveraineté divine dans les lois, dans la législation, dans la constitution, dans la jurisprudence. Donc, sous cet angle-là, vous n'allez pas entendre les médias, vous expliquer la réalité parce qu'elles savent bien, parce que les médias occidentaux défendent le modèle de constitution, le modèle de gouvernement,
le modèle d'institution qui a été imposé dans les pays arabes par la colonisation et qui a été imposé dans les pays africains par la colonisation et ce qui dure dans les pays africains depuis 60 ans d'indépendance. Donc, il faut bien comprendre que aujourd'hui, les Palestiniens sont des frères musulmans, c'est un peuple sacrifié. C'est un peuple sacrifié parce que si aujourd'hui les Palestiniens renonçaient à la souveraineté, à la reconnaissance de la souveraineté divine, eh bien, ils donneraient des garanties pour un État. Mais les Palestiniens sont des musulmans. Et la Palestine est située à Quds, le deuxième lieu des musulmans. C'est pour ça que la Palestine, c'est un peuple tampon. Et c'est pour ça que vous voyez que les masses musulmanes dans le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, se mobilisent parce qu'elles reconnaissent à travers la lutte des Palestiniens, l'idéal du mouvement prophétique et reconnaissent la direction, la Qibla, pour la reconnaissance de la souveraineté divine. Et c'est pour cela qu'après la Deuxième Guerre mondiale, pour créer un problème, puisque l'État islamique existait avant l'intervention de l'Angleterre, avant la colonisation. L'État islamique existait dans l'Empire ottoman. Et que par conséquent, c'est pour cela que lorsque l'imam iranien comme l'imam Khomeini parle de tumeur cancéreuse par la colonisation de l'Angleterre, c'est pour mettre un cancer de division, de conflit, pour donner, mettre une entité armée, surarmée avec la bombe atomique pour faire obstacle, comme le pharaon faisait obstacle à Moïse, comme tous les pharaons ont fait obstacle aux prophètes. Donc, par conséquent, d'un côté, la Palestine, pour les croyants de près de 2 milliards sur la terre, représente un idéal, et que Israël représente l'idéal pharaonique, de domination pharaonique pour les pays qui se reconnaissent, qui ont mis cette entité en place. Donc, il faut bien comprendre cela. Et donc, il faut se dire que dans le subconscient de l'impérialisme européen, qui d'abord avec les Romains ont envahi, ils ont envahi le Proche-Orient, les Romains, les impérialistes romains, complices des fils d'Israël, ont envahi le Proche et le Moyen-Orient, ont envahi l'Afrique, les Romains. Les Romains, c'était des impérialistes. Les Romains représentaient Pharaon. Parce que lorsque Pharaon n'est pas un modèle, parce qu'il y a certains qui parlent de Pharaon comme un modèle. Non, Pharaon n'est pas un modèle. Pharaon, c'est un impérialiste. Et le modèle occidental de l'impérialisme et de l'hégémonie, elle tient de Pharaon. Pharaon, lorsqu'il avait besoin, comme les Américains, ils ont besoin, les Américains ont des bases partout dans le monde, ils ont des intérêts. Pharaon, il avait des bases un peu partout dans le monde, et quand il avait besoin du bois, il allait piller le bois de Byblos des Libanais, des Palestiniens, des Libanais, pour construire ces pyramides, pour construire comme les Américains envahissent n'importe quel pays pour leur pétrole, pour leur gaz, etc., etc. Donc Pharaon n'est pas un modèle. Mais Israël représente le modèle pharaonique qui s'oppose à la souveraineté divine pour ceux des Européens et des systèmes, et leur système, même s'il y a aussi d'autres, il y a aussi les Africains musulmans, puisque nous allons aborder ce problème, le problème de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi il y a un problème? Qui ne reconnaissent pas la souveraineté divine et qui ne délèguent pas le pouvoir au peuple. Il n'y a pas d'élection, il y a la dictature, il y a l'oppression. C'est cette réalité que ce qui se vit en Afrique de l'Ouest. Donc, par conséquent, il faut comprendre sous cet angle-là le problème palestinien
qui ne sera jamais résolu parce que les Occidentaux, la communauté internationale, elle a dans sa mémoire, elle a dans son ADN que la communauté européenne, les Européens étaient civilisés et ils en ont honte. Les Européens étaient civilisés pendant 7 ou 8 siècles en Espagne, au Portugal. Ils étaient en Sicile, ils étaient dans les massifs, comment dirais-je, les massifs français. Et c'est de Andalouse, de l'Espagne, pendant 7 siècles, que les Européens ont reçu la civilisation. Les musulmans ont civilisé, c'est-à-dire après la domination de Rome sur les pays du Proche et du Moyen-Orient, Palestine, qui vont essayer de juger Jésus, parce que Jésus, c'est un homme de justice, c'est un envoyé de Dieu. Ils ont essayé de juger Jésus à cause, bien sûr, des fils d'Israël, de Hérode Antipas et aussi des Romains. Et l'avènement mohammedien, l'avènement de la prophétie mohammedienne de la descendance d'Ismaël, après l'avènement de la venue du messager de Dieu, Mohammed, de la descendance d'Ismaël, qui était annoncé par Jésus, par Moïse, par Abraham, par tous les prophètes depuis Adam, il y aura l'effondrement de l'impérialisme européen. Il y aura l'effondrement de Byzance, il y aura l'effondrement de la Perse, il y aura l'effondrement de Rome. Et que par conséquent, les Occidentaux vont déclencher l'extrémisme de croisade. Les vrais djihadistes, ce sont les croisades françaises, les croisades européennes, ce sont les vrais djihadistes. Parce qu'ils vont occuper les pays de quelqu'un, ils vont lancer des expéditions de croisades, et donc ils vont considérer que ceux qui résistent à leur croisade sont des musulmans. On les appelait les musulmans. Mais De Gaulle, ils appelaient les musulmans en Algérie, qui était dans une guerre de libération nationale pour chasser le colon français de l'Algérie. Eh bien, pour De Gaulle, les Algériens, c'était des terroristes. On est toujours le terroriste de quelqu'un lorsqu'on vous a volé vos affaires, vos terres et que vous voulez les reprendre. Mandela était un terroriste pour l'apartheid. Les combattants panafricains de la liberté en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, ils étaient les terroristes des Portugais. On est toujours les terroristes de quelqu'un lorsqu'on a la volonté de reprendre ce qu'on a volé. Et Chirac lui-même disait que nous avons volé à l'Afrique. Nous devons à l'Afrique le respect parce que nous leur avons volé leurs biens. C'est pas moi qui le dis, c'est Chirac. Donc voilà pourquoi, effectivement, il faut bien comprendre les choses, la terminologie. Lorsque vous voulez reprendre ce que vous avez volé, vous avez des injonctions de la révélation divine. Parce que Ghazali vous dit la politique, d'où elle vient, sort pas de Rousseau, de Karl Marx, de Trotsky, sort pas ex nihilo. La politique, vous dit Ghazali, vient des livres révélés, vient aussi des prophètes de Dieu, des sentences des prophètes anciens. Donc la politique est celui dont les croyants reconnaissent la souveraineté. Il vous dit dans des versets, combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu, ne transgressez pas. Donc il y a un ordre de bataille que le prophète a exécuté dans sa mission à Badr, à Ohod, à Kandak, jusqu'à réduire les terroristes païens qui voulaient empêcher la souveraineté divine sur la terre qu'il a créée, sur les hommes qu'il a créés, qu'il fait vivre et qu'il fait mourir. Et voilà, les pharaons, les païens, c'était les terroristes qui s'opposaient. Et donc Rome, qui a occupé pendant des siècles les pays du Proche, du Moyen-Orient, de l'Afrique, le monde aussi, eh bien l'avènement mohammedien du prophète
du messager de Dieu, Rome s'est effondrée. L'empire hellénique s'est effondré. Et les croisades ont commencé, c'est-à-dire des actions terroristes qui pactaient des seigneurs de France et de Navarre pour déstabiliser. Et donc, la stratégie des musulmans, c'est de toute action produit une réaction. La réaction des musulmans a été d'occuper les pays européens parce qu'ils sont venus, parce qu'il y avait des problèmes là-bas en Espagne, au Portugal, et il y a des gens qui les ont permis de rentrer. Et ils sont restés 7 siècles. Ils ont apporté la civilisation aux Français, aux Allemands, aux Belges, aux Anglais, etc., etc. Ils ont porté la médecine qui vient de la mosquée. L'université de Montpellier a été formée à partir des connaissances des musulmans en Espagne. Ils ont porté les mathématiques, ils ont porté l'algèbre, ils ont porté la chimie, ils ont porté la chevalerie, ils ont porté la littérature, ils ont porté l'agronomie, ils ont porté le sexant. Ils ont porté les appareils de médecine qui permettent de faire les sondages, qui permettent d'écouter le cœur. Donc, ils ont porté la philosophie. Et que l'Europe qui se trouvait sous la royauté, elle a eu honte. Elle a eu honte de reconnaître qu'elle a été civilisée pendant 8 siècles par les musulmans d'Espagne. Elle a reçu tous les éléments pour sortir du Moyen-Âge et pour faire la Renaissance où elle va infuser le savoir musulman aux philosophes français qui vont renverser l'absolutisme royal, l'absolutisme papal. Et ça va entraîner des changements, mais les Français ils vont trop loin, ils vont, comment dirais-je, ils vont massacrer les chrétiens et ils vont instaurer, ils vont aller dans l'extrémisme, dans le chauvinisme, mais ils ont pu avoir le savoir par les musulmans. Maintenant, par honte, par égocentrisme ou par européanocentrisme, ils nous font comprendre que les Européens, par honte, nous font comprendre qu'ils prennent le savoir de la Grèce, des Hellènes. C'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est du mensonge parce que même les nombres et les chiffres qu'ils utilisent, ce sont des chiffres arabes, des chiffres musulmans. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut comprendre que dans l'ADN des Européens, dans leur conscience collective, ils ont peur aujourd'hui que l'islam puisse s'émerger dans le Proche et le Moyen-Orient. C'est comme un fleuve qui retrouve son lit, parce que c'est ce qui existait avant, c'était l'Empire ottoman. Donc les Européens, les Américains, les Européens, et c'est pour ça que l'imam Khomeini disait aux musulmans, la sharqiyya, la gharbi, ne vous attachez ni à l'Est ni à l'Ouest, suivez votre souverain Dieu. Voilà, la sharqiyya, la gharbi, ça veut dire ni la sharqiyya, la gharbiya, jumhuriyya islamiyya. C'est ça le slogan des Palestiniens. Ça veut dire ni l'Est ni l'Ouest, jumhuriyya islamiyya. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Donc les médias essaient d'occulter la réalité. Mais nous ne sommes pas en situation de l'islam parce que nous sommes dans les Caraïbes. Les Caraïbes, c'est une majorité chrétienne, deux minorités musulmanes. Nous n'avons pas imposé, parce que le musulman minoritaire n'a pas le droit d'imposer l'islam. Mais nous, par sincérité, vis-à-vis de la cause palestinienne, par sincérité vis-à-vis de notre éthique humanitaire, nous devons dire la vérité face aux mensonges. Donc, par conséquent, les Européens, ils ont placé une entité, ils ont placé un coin diviseur, divisionniste pour l'armée, ils ont la bombe atomique, ils sont super armés pour créer des troubles dans le monde musulman et pour obliger les musulmans à avoir des relations normales avec eux. Et c'est pour ça que les défaitistes arabes, ils sont pris de vitesse parce que ils ont compris que une entité qui génocide un peuple arabe
On ne peut pas avoir des relations avec eux, avec elles. C'est pour ça que beaucoup de pays qui avaient envisagé sur la base de la fraternité abrahamique d'avoir des relations avec Israël, mais même les juifs orthodoxes, ils disent que l'État d'Israël, c'est un blasphème. Vous les voyez, vous les voyez. Donc c'est contraire à la Torah, c'est contraire donc comment dirais-je, aujourd'hui les pays arabes qui sont sous la législation occidentale, qui envisagent des relations cordiales avec l'État d'Israël, ils se trouvent dans une réalité que si ils continuent dans leur démarche de vouloir nouer des relations diplomatiques avec Israël, ils seront désavoués par leur peuple comme le Shah d'Iran a été désavoué par le peuple perse, par le peuple musulman, parce qu'il y avait des Perses qui n'étaient pas musulmans, il y avait des Perses musulmans. Donc voilà pourquoi il est important de faire... Mais en réalité, c'est pour ça que nous disons que si les Palestiniens ils étaient russes et les Gazaouis étaient russes, ils auraient eu quelqu'un qui pourrait intervenir en leur faveur, puisque nous avons vu que les Russes, lorsqu'ils sont menacés en Crimée, les Russes, lorsqu'ils sont menacés en Ukraine, ils sont menacés dans le Donbass, ils sont menacés à Donetsk, Poutine intervient sans demander la permission à personne. Parce que Poutine, c'est le grand Poutine. Poutine, c'est quelqu'un, et il n'est pas musulman, c'est un chrétien orthodoxe, mais je rappelle qu'il ne persécute pas les musulmans. Il reconnaît dans sa constitution Dieu, il ne reconnaît pas les, comment dirais-je, les inversions de valeurs LGBT, homosexuelles, théorie du genre, et il permet aux pays musulmans, la Tchétchénie, le Daghestan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, ils sont autonomes. Ce sont des États. Comme en Amérique, il y a des États qui, certains États appliquent la peine de mort, d'autres États, il y a des États en Amérique. Comme au Nigeria, il y a des fédérations. Donc la fédération de Russie n'opprime pas les musulmans. Elle reconnaît, leur donne la possibilité de pratiquer leurs coutumes morales, économiques, sociales, philosophiques, à condition qu'ils ne remettent pas la souveraineté territoriale, ils ne remettent pas en cause la souveraineté territoriale. Mais si les Palestiniens et les Gazaouis étaient russes, Poutine serait déjà intervenu. Dans le nez à la barbe des Américains, sans peur, dans le nez à la barbe des Européens. Parce que Poutine ne joue pas avec la légitime défense. Et ceux qui veulent continuer à poursuivre Poutine pour mettre en danger la sécurité nationale de la Russie, eh bien, il y aura un pays européen qui sera vitrifié, qui sera sacrifié. Et vous verrez qu'ils ne voudront pas tous mourir. Donc, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Donc, par conséquent, les impérialistes occidentaux se sont lancés dans plusieurs aventures. Ils ont détruit la Libye. Ils ont attaqué l'Irak. Ils ont attaqué l'Iran aussi. Ils ont attaqué pendant 20 ans les Occidentaux. Ils ont reçu 2 défaites. Et ils sont partis d'Afghanistan. Donc, par conséquent, les Occidentaux et l'organisation de la communauté internationale dominée par l'hégémonie occidentale n'est pas au service de la paix, mais au service de la guerre, c'est donc au service de l'OTAN, comment dirais-je, le traité Atlantique Nord. Voilà la réalité. Donc il faut bien expliquer que les pays arabes n'ont pas intérêt à ce que les musulmans palestiniens aient un État. Parce que ce ne sera pas leur fabrication dans leur laboratoire, ce sera pas les Palestiniens au pouvoir ne seront pas des pions, des Occidentaux de l'Est et de l'Ouest. Voilà pourquoi
ni les Européens, ni les pays arabes qui sont sous la législation européenne, sous la constitution européenne, sous la jurisprudence européenne, qui se disent des pays musulmans et qui se disent que le Coran, c'est la constitution, tout ça, c'est de la foutaise, parce que les pays arabes n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un État islamique en Palestine, avec le Hamas et avec le djihad islamique ou autre, même avec le Hamas, c'est les frères musulmans. Ils préfèrent que la situation reste en état pour qu'un État, musulman, islamique, palestinien en Palestine fasse un effet domino et que les masses musulmanes renversent tous les gouvernements qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas en conformité aux normes de la reconnaissance de la souveraineté du divin pour déléguer le pouvoir au peuple comme pour avoir un système équilibré comme en Iran. Parce qu'en Iran, il y a des journaux d'opposition, des journaux contradictoires. Il y a des débats contradictoires pour les élections municipales, pour les élections législatives. Et il y a une armée qui est au service de la défense du peuple et de la défense des opprimés sur la terre. Donc voilà une réalité que nous devons dire cette réalité. Parce que il y a des gens qui sont musulmans comme des gens qui sont chrétiens sont devenus protestants, ou des gens qui sont protestants sont devenus chrétiens. Ils adhèrent au système. Et par conséquent, ils sont dans une situation d'aliénation et en fait, ils ne connaissent pas l'islam. Ils ne connaissent pas l'islam. Et nous pouvons faire le même parallèle avec l'Afrique. L'origine des conflits en Afrique, de l'Ouest et en Afrique, nous donnons un exemple. Nous avons vu qu'en Égypte, il y a eu des élections municipales. Il y a eu des élections législatives qui ont été remportées au la main par les frères musulmans qui étaient en construction d'une institution égyptienne musulmane. Vous avez vu ce qui s'est passé? L'armée intervenue de M. Sisi a fait un coup d'État, a capturé, comme au Niger, le président Bazoum, a capturé le président Morsi jusqu'à sa mort et il a réprimé le peuple et il a détruit son régime. L'Égypte, c'est l'Afrique. Ce qui se passe, ces coups d'État qui se passent en Égypte, il y a des élections. Mais dans certains pays où des anciens trotskistes qui n'ont pas les compétences dans des peuples à majorité musulmane qui normalement sont privés d'une réforme constitutionnelle pour vivre la paix, pour vivre la sérénité, pour vivre en harmonie avec leurs valeurs culturelles, leurs valeurs morales, leurs valeurs institutionnelles. Vous avez des éléments trotskistes, des éléments qui sont imprégnés de la conception militariste, matérialiste occidentale, qui veulent diriger les pays d'Afrique par la force. Et qui font des coups d'État, soi-disant par rapport au franc CFA, par rapport à l'Afrique, la France-Afrique et par rapport au néocolonialisme. Mais, en définitive, ils font des coups d'État contre qui? Ils font des coups d'État lorsque la maturation des peuples africains musulmans s'élève vers l'émergence de leur idéal. Ils font des coups d'État pour interrompre le processus démocratique et pour imposer un système, comme vous voyez, où le peuple ne se retrouve pas. Donc c'est de la propagande, c'est, comment dirais-je, c'est la situation où, pourquoi? Parce que nous avons vu que personne au monde ne veut que l'Afrique renoue avec ses valeurs historiques. Parce que lorsque la colonisation a commencé
en Algérie, les premiers opposants qui se sont élevés, c'était des musulmans. Il y a l'Amir Abdelkader qui s'est insurgé par l'occupation française. La France a envahi l'Algérie. Elle a, que je ne m'abuse, elle a déporté. Elle a déporté près de 50 000 ou 100 000 ou 200 000, 300 000 Kabyles en Nouvelle-Calédonie et Arabes qui n'ont jamais revu l'Algérie ou l'Afrique du Nord. Elle a créé pendant 130 ans la colonisation et les Algériens qui se sont vus occupés, qui au moment où ils se sont soulevés contre le régime, eh bien, ils étaient considérés comme des félagas. Ça veut dire, la terminologie à l'époque, félaga, signifie terroriste. Les Algériens qui voulaient se libérer, comme les Vietnamiens étaient appelés les Viet Minh, les Algériens étaient appelés les félagas, comme les Africains, qui veulent aujourd'hui démocratiquement revenir aux valeurs de leurs ancêtres, parce que l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Avant la colonisation, l'Afrique avait des institutions. L'Afrique avait une jurisprudence. L'Afrique avait des États prospères qui avaient des relations diplomatiques dans le monde. Et l'Afrique pouvait évoluer comme la Chine. Aujourd'hui, si on n'avait pas interrompu le processus d'évolution souveraine de l'Afrique, en détruisant les écoles, en détruisant les madrasas et en mettant des écoles de Jules Ferry, des écoles laïques, des écoles nationalistes, des écoles trotskistes, des écoles communistes, des écoles capitalistes pour aliéner les Africains, pour leur faire adhérer à une doctrine matérialiste qui tient le peuple en joue et qui veut, à chaque fois que le peuple veut renouer avec ses valeurs comme les Palestiniens, renouer avec ses valeurs comme l'a fait en Iran les Iraniens, eh bien, les Africains sont écartés de l'administration parce que, effectivement, ceux qui prennent le pouvoir par la force, ils savent très bien que si les musulmans sont au pouvoir, ils n'ont pas de compétences, parce qu'un militaire n'a pas de compétences. Un militaire, il est là pour tuer. Un militaire, il est là pour faire des manigances, des propagandes, pour dire au peuple si nous sommes dans une guerre qui implique notre souveraineté nationale. Le militaire est là pour réprimer les libertés, restreindre l'expression du peuple sous prétexte qu'il y a une guerre. Et que le patriotisme, donc c'est un patriotisme frelaté. Et nous avons vu que la gestion et l'administration des pays par ceux qui ont fait des coups d'État, regardez, les caisses sont vides en Guinée. Les caisses sont vides en Guinée parce qu'il y a une bande de mercenaires qui ont pris le pouvoir, mais ils ne savent pas gérer, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que l'État, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la doctrine, ils ne connaissaient pas, donc ils ont pris le pouvoir et aujourd'hui, les gens ne sont pas payés en Guinée, les fonctionnaires, les magistrats, les fonctionnaires ne sont pas payés au Niger, y compris au Mali. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont discréditer le bon travail que le grand Vladimir Poutine fait pour nous protéger de l'impérialisme. C'est ce qu'ils vont faire. Et de toute façon, à un moment donné, eh bien, comment dirais-je, la fédération de Russie ne va pas ne peut pas soutenir des gens qui se mettent à dos leur propre peuple. Et c'est ce qui va arriver. Donc, par conséquent, c'est pour ça que nous avons abordé cette question. Il faut dire que ni l'Est ni l'Ouest, ça veut dire authenticité constitutionnelle. Si les Africains avaient fait des réformes constitutionnelles qui correspondent aux aspirations des peuples Touareg, aux aspirations des peuples Peul, aux aspirations de la majorité des peuples Bambara, et ils avaient
créer les conditions. Vous avez bien vu qu'à Bamako, on rejette la laïcité. Et qu'il y a eu des élections truquées pour voler les élections, comme ça a eu lieu en Égypte, comme ça a eu lieu aussi en Tunisie, avec des propagandes. Donc, par conséquent, si la sagesse était de mise, que, parce que ces pays, ils ne sont pas des pays européens, les gens de l'Afrique de l'Ouest, ils sont la majorité musulmans. De la même manière que le grand Vladimir Poutine donne au peuple tchétchène, au peuple ouzbek, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, la possibilité d'avoir une indépendance constitutionnelle par rapport à leurs valeurs morales, leur éthique, leur fonctionnement traditionnel, si ceux qui convoitent le pouvoir avaient opéré une réforme constitutionnelle, eh bien les Peuls, les Touaregs, les Bambara, tous les peuples africains seraient réunis et que c'est la majorité qui sortirait de la Constitution et que ni les chrétiens ni les animistes ne perdraient pas leurs droits parce qu'ils sont intégrés. J'ai dit qu'en Iran, les juifs sont représentés au Parlement et ils font partie du pouvoir, les juifs iraniens. Donc nous voyons la mauvaise volonté de ceux qui, sur la base du fait qu'ils sont des Occidentaux à peau noire, comme disait François Fanon, des peaux noires et masques blancs, qui ne veulent pas reconnaître la souveraineté du divin comme la souveraineté du divin est reconnue en Iran, qui la souveraineté du divin délègue le pouvoir au peuple. Pourquoi? Pour faire la justice, pour faire le pluralisme, ce que les Européens appellent démocratie, pour bien gérer et administrer le pays. Voilà quand, l'espace d'un peu plus de 30 ans, l'Iran est devenu une puissance mondiale. Le système iranien est devenu une puissance mondiale. Tandis que les Africains, depuis plus d'un demi-siècle, ils végètent dans des guerres ethniques, dans des guerres tribales, dans des dilapidations, dans la corruption, dans des coups de force, dans des choses. Et justement, ce sont les ressources aurifères, le diamant, l'or, toutes les richesses de l'Afrique qui doivent servir à son développement pour que l'Afrique devienne les États-Unis d'Afrique et une puissance mondiale. C'est en interne que se trouve le problème, parce que s'il y a Barkhane qui est intervenu, la MINUSMA, s'il y a Serval qui est intervenu, c'est parce qu'il y a un problème interne. Personne ne peut venir pour vous protéger si vous-même vous n'avez pas un problème intérieur. Donc, par conséquent, c'est pour cela que nous réjouissons que les Africains ont choisi d'avoir des relations avec la Fédération de Russie et de Vladimir Poutine. Parce qu'à un moment donné, lorsque la situation va dégénérer, eh bien, ils seront obligés d'accepter les consignes de sciences politiques de Vladimir Poutine pour créer une unité nationale, pour créer des réformes constitutionnelles comme en Russie qui permet la reconnaissance des Tchétchènes, des Ouzbeks, du Kyrgyzstan et tout ça. Comme en Iran, il y a un parlement qui représente et qu'il y a des élections. Parce qu'à un moment donné, Vladimir Poutine ne pourra pas supporter des gens qui de plus en plus deviennent impopulaires. Pour sauver la révolution poutinienne et pour sauver la révolution musulmane, il faudra bien conseiller ces personnes pour qu'ils fassent des élections, pour qu'ils gèrent correctement, pour qu'ils fassent la justice, parce qu'en Iran, il y a plusieurs journaux, et puis qu'ils n'enferment pas des gens
Parce que les gens peuvent s'exprimer. Si vous vous exprimez, vous avez des arguments probants, vous expliquez, vous pouvez vous expliquer en Iran. On ne va pas vous enfermer parce que vous expliquez, parce qu'il y a des différents courants. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que nous avons expliqué ce que les médias mainstream ne disent pas, parce que les Européens, dans leur mémoire, dans leur ADN, ils ont dans leur mémoire les heures de gloire et de puissance musulmane. Et les Européens ne veulent pas que l'Arabie Saoudite, que l'Égypte, que tous les pays, que le Maroc, que la Tunisie, que tous ces pays, l'Indonésie, que tous ces pays se rassemblent dans une fédération islamique. Ni les Européens, ni ceux qui détiennent le pouvoir, ils ne veulent pas revenir aux principes fondamentaux. Donc ils acceptent les troubles, ils acceptent. Et c'est pour ça qu'ils ont des armes. Ils ont des armes pour se protéger. Ce n'est pas pour lutter contre un ennemi extérieur. Parce que à partir du moment que vous voulez reprendre les fondamentaux de votre culture, que vous ne voulez pas l'homosexualité que refuse Vladimir Poutine, vous ne voulez pas la théorie du genre, vous ne voulez pas le père numéro 1, père numéro 2, vous ne voulez pas l'utérus des femmes pour enfanter, eh bien vous serez toujours les terroristes de quelqu'un qui va vous imposer l'homosexualité, la théorie du genre, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a les imams qui appellent à la sagesse. Ils appellent à la sagesse et c'est pour cela que nous disons que Vladimir Poutine ainsi que l'Iran ne se laisseront pas entraîner dans des dérives impopulaires en Afrique pour discréditer cette évolution de l'orbite terrestre pour changer le monde. Ils auront sûrement des bons conseils. Et les meilleurs conseils que Vladimir Poutine il donne, c'est comme il a bien conseillé un point d'interrogation. Il a bien conseillé quelqu'un. Donc, c'est pour cela que nous ne voulons pas la mort d'autrui. Avant d'arriver là, nous voulons la sagesse. Nous voulons le pluralisme. Ça veut dire que les peuples maliens, burkinabés, sénégalais, nigériens ne peuvent pas vivre comme les Français parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils ont valeurs différentes. Donc la sagesse indique que plutôt de faire la guerre à ses compatriotes, il faut les réunir et pour mener un débat pour savoir qu'est-ce qui peut amener la paix. Et nous sommes contre toutes les... Nous disons que le fait musulman, déjà, l'Afrique est divisée par les conférences de Brazzaville et de Berlin. Nous ne voulons pas encore de division. Nous ne voulons pas de séparatisme. Le monde du Proche et Moyen-Orient est déjà divisé par les Occidentaux qui ont créé des entités pour diviser, pour régner. Nous ne voulons pas du séparatisme. Nous ne voulons pas du séparatisme kurde en Algérie. Nous ne voulons pas du séparatisme kabyle en Algérie. Nous ne voulons pas le séparatisme kurde ni en Iran, ni en Turquie, ni en Syrie, ni en Irak, parce que c'est ajouter la division à la division. Nous voulons que les musulmans, les chrétiens, les animistes, ils se rassemblent par le sentiment patriotique sain et qu'ils se protègent et qu'ils protègent leur société pour que le Dieu Tout-Puissant puisse les protéger. Et donc, par conséquent, c'est ainsi que nous expliquons que les problématiques du monde musulman autour de la Palestine et autour de l'Afrique sont quasiment similaires lorsque
nous avons les éléments fondamentaux. Et en conclusion, ni les Européens, ni les pays arabes ne veulent pas, et ni, comment dirais-je, ceux qui veulent détenir le pouvoir en Afrique au-dessus des masses ne veulent pas l'émergence de l'islam comme les Occidentaux et les, comment dirais-je, les nationalistes, ceux qui refusent la souveraineté de Dieu, qui délèguent le pouvoir au peuple, ils ne veulent pas que la Palestine ait un État. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que si les Palestiniens et les Gazaouis étaient des Russes, eh bien personne dans le monde n'empêcherait le grand Vladimir Poutine d'intervenir comme au Donbass, comme en Crimée et comme à Donetsk. Donc voilà la situation. Nous ne sommes pas concernés parce que dans les Caraïbes, ce ne sont pas les mêmes réalités que dans le monde africain où les musulmans sont majoritaires en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas les mêmes problématiques pour la Palestine, puisque les Palestiniens, bien sûr, il y a des chrétiens et tout ça, mais les Palestiniens sont unis comme, comment dirais-je, autour d'un concept. Et nous avons cité l'Iran, où il y a des élections, il y a un parlement, il y a, comment dirais-je, il y a un gouvernement, il y a des institutions qui fonctionnent, il y a des élections, et il y a chacun à sa place, il y a les militaires à travers les gardiens de la révolution et les bassistes, il y a la police qui fonctionne harmonieusement. Et c'est pour cela que nous faisons cette analyse pour montrer qu'il y a une autre approche, que le monde occidental, il développe un racisme parce qu'il ne veut pas l'émergence, même pacifique, de l'islam. Parce que vous voyez que les musulmans sont persécutés en France parce que les musulmans, ils ne sont pas dans une logique de confrontation en France. Mais ils sont confrontés à Éric Zemmour, au Front National, au racisme, et ceux qui profitent du racisme pour faire des dividendes électoraux sur les musulmans, parce que c'est le racisme qui est à la base de la propagande médiatique qui se trouve à la une, parce que, effectivement, 4000 Français métropolitains se convertissent à l'islam, donc les comptes sont faits dans les officines. Savoir combien de musulmans il y aura en France dans 50 ans. Donc, ils commencent à sortir le racisme du Front National, ils commencent à ressortir les émigrés, ils commencent à sortir des mots qui n'existent pas, guerre civile en France et en Europe, ils commencent à sortir la théorie d'un remplacement et ils commencent à persécuter les musulmans pour la baya, pour les versets sataniques, pour le burkini, pour le voile, etc., etc., parce que ils veulent trouver des palliatifs, des garde-fous pour empêcher que les Européens puissent reconnaître leur créateur souverain. Parce que ce n'est pas par la force ou par la contrainte, ni par l'épée des Arabes, ou comme ils disent l'esclavage des Arabes, que des 4000 personnes se convertissent en France, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, au Portugal, en Espagne chaque année. C'est par la paix, parce que l'islam c'est salam, c'est l'effusion, parce que, et dans le monde entier, on peut se poser la question, est-ce que les Européens vont consentir à un génocide global sous la poussée des conversions à l'islam en Europe? C'est pas possible. Parce que l'être humain, il est libre de son adhésion à la religion qui lui plaît. Et si les Européens sont attirés par l'islam, qui se convertissent, selon les statistiques, 4000 Français, 4000 Belges, 4000 Hollandais par an, c'est que c'est leur choix. On doit respecter leur choix et que le racisme du Front National, des fascistes, parce qu'il y en a beaucoup de fascistes, et
comment dirais-je, la démagogie de ceux qui veulent récupérer sur le racisme pour comment dirais-je, l'équation électorale, comme ceux qui récupèrent sur LGBT pour leur équation électorale. Donc, nous pensons que ce sont des gens qui veulent inverser les valeurs et qui créent beaucoup de désagréments en France, en Belgique, en Europe, en Allemagne. Vous avez vu les autodafés, vous avez vu les provocations, mais ça n'existe pas dans d'autres pays. Donc voilà pourquoi il faut comprendre que les Européens, dans leur ADN, ils ont la honte d'avoir été civilisés pendant 7 siècles par les Maures qui sont des Africains, par les Kabyles qui sont des musulmans, par les Arabes qui sont des musulmans. Les Européens ont la honte qu'ils aient été civilisés pendant 8 siècles et c'est pour ça qu'ils ont dans leur ADN, comme les Américains qui ont massacré des millions d'Indiens pour occuper, des millions d'Autochtones pour occuper leurs terres, dans leur ADN, ils ont la peur des minorités. Donc ils ont tablé sur le racisme et le port des armes. Et vous voyez à chaque fois les tueries qui se créent en Amérique. En France, eh bien c'est le racisme qui sert de barrage à la conversion à la foi. Mais on ne pourra jamais, parce que l'Europe est dans une crise d'identité parce que le système n'a plus de valeur morale pour éclairer, comment dirais-je, l'intériorité de l'humanité. Par conséquent, les Européens, ils font, comment dirais-je, les Européens font glissement vers l'islam parce qu'à travers l'islam, ils retrouvent quelque chose qu'ils n'ont jamais retrouvé à l'Est dans le communisme, dans le socialisme, dans le capitalisme, c'est que l'islam a pu réunir dans tout le monde, non pas une société basée sur le sang, sur la race, sur les frontières, mais une société basée sur la foi qui réunit toutes les races, noirs, blancs, jaunes, chinois, russes, allemands, belges, français, espagnols, de toutes les races. Donc c'est cette réussite du système de l'islam qui effraie ceux qui veulent remplacer la souveraineté de Dieu en Afrique et aussi un peu partout en Orient et qui ont imposé des systèmes équivoques et qui créent le désordre et la guerre. Donc voilà cette approche du problème palestinien qui ne sera jamais résolue tant que, effectivement, comment dirais-je, parce que ce sont les Européens qui ont créé le problème. C'est eux qui ont la clé du problème. Et donc, quelque part, les pays qui sont autour de la Palestine, ils sont concentrés du problème parce qu'ils ont des relations non seulement privilégiées avec les colons qui les ont colonisés, mais ils veulent avoir des relations privilégiées avec ceux qui les ont occupés, qui donc Israël. Et donc ce que la Palestine a fait aujourd'hui, il a mis le monde, il a mis les pays arabes devant leurs responsabilités. Et c'est pour ça que nous disons que si les Palestiniens, nous le répétons, et chacun doit réfléchir sur cette question, si les Palestiniens et les Gazaouis étaient des Russes, personne dans le monde n'empêcherait le grand Vladimir Poutine d'intervenir comme il l'a fait sans demander à personne en Crimée, dans le Donbass et à Donetsk. Donc voilà la réalité palpable. Parce que nous ne sommes pas là dans des bluffs. C'est un peuple qui est génocidé. C'est un peuple qui est torturé. C'est un peuple qui, lorsqu'il veut reprendre ce qu'on lui a volé, comme a dit Chirac, on le traite de tous les noms d'oiseaux. Donc c'est pas du bluff ça, c'est du sérieux. Mais vous verrez qui est-ce qui va intervenir pour arrêter le génocide, pour arrêter les massacres en Palestine. Et nous persistons et signons, si Poutine n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et que si les Palestiniens et les Gazaouis étaient des Russes, personne dans le monde
n'empêcherait le grand Vladimir Poutine d'intervenir comme en Crimée, comme au Donbass, comme à Donetsk. Voilà la réalité. Et c'est ainsi que, comment dirais-je, le Centre islamologique africain caribéen intervient dans cette perspective. Nous avons beaucoup attendu, nous avons beaucoup écouté sur la Palestine, beaucoup écouté sur l'Afrique de l'Ouest, et le moment est venu de dire la vérité qui dérange, et que par conséquent, comment dirais-je, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que la vérité se réalisera contre la plupart, et cette vérité, c'est cette évidence qui nous permet d'observer qui de l'Égypte, qui des pays frontaliers autour de la Palestine vont venir au secours de la Palestine. Parce que si les Palestiniens et les Gazaouis étaient russes, eh bien, c'est sûr que Vladimir Poutine interviendrait. Et à bon entendeur, salut qui voudrait pousser Vladimir Poutine jusqu'à la légitime défense, parce que vous verrez quelque chose que vous n'avez jamais vécu dans le monde, et que bien sûr il y aura un sacrifié, et que les dominateurs, les oppresseurs, c'est eux qui disparaissent, parce que Pharaon a disparu, sa civilisation a disparu, et qu'ils ne voudront pas disparaître, ils vont accepter, il faut qu'ils acceptent le sacrifice, comme d'autres ont sacrifié les leurs. Donc par conséquent, c'est une réalité. C'est une réalité que nous vivons. Il faut ouvrir les yeux dans le monde. Il ne faut pas être, comment dirais-je, avoir le syndrome de pupille des médias parce que Malcolm X disait que si vous continuez à écouter les médias, eh bien, ils vous perdront carrément. Donc, il faut faire la part des choses, et c'est dans la sagesse, c'est dans la réconciliation nationale, c'est dans l'équité, parce que vous ne pouvez pas faire un peuple qui, comment dirais-je, qui a des valeurs morales, qui a une constitution, qui a une jurisprudence, vivre sous un système, sous le système pervers que la colonisation a imposé depuis plus de 60 ans, et que vous voulez vous armer pour imposer ça. Donc, c'est vrai que ça ne va pas marcher. Donc, voilà, c'est ainsi que nous terminons notre intervention. Et donc, nous avons lâché le morceau, et chacun doit tirer les conséquences, et que par conséquent, nous allons terminer par quelques invocations. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.